Côté terre, de majestueuses formations calcaires. Côté mer, la puissance brute de l'Atlantique. Bienvenue dans une région battue par les tempêtes, érodée par les vagues et la pluie. La cordillère cantabrique, dans le nord-ouest de l'Espagne, est le dernier refuge de quelques grands prédateurs. La péninsule ibérique est bordée au nord par la chaîne pyrénéenne, qui dresse une barrière imposante entre l'Espagne et la France. Les monts Cantabriques se trouvent dans son prolongement occidental le long de la côte. Le climat frais, humide et souvent nuageux a produit ici un paysage verdoyant, bien éloigné de l'image que l'on se fait habituellement de l'Espagne. Avec ses montagnes escarpées, ses vallées isolées et ses épaisses forêts, la région est sauvage. Véritable écheveau de cours d'eau et de lacs, elle est aussi le fief de l'ours brun cantabrique. Les membres de la fondation Oso Pardo, une ONG de protection des ours, se sont levés à l'aube pour gravir la montagne. La veille, une ours accompagnée de ses deux petits a été aperçue sur le versant d'en face. La petite équipe repère d'abord quelques chamois en fuite. Et voici un jeune ours mâle, à même pas 300 mètres. Reste à savoir où sont la femelle et ses oursons. Les ours sont des mères très avisées. Elles partent se cacher dans la végétation dès qu'elles détectent une présence humaine ou un mâle qui pourrait s'en prendre à leur progéniture. Mais celui-ci semble surtout intéressé par son repas de baies. En cette fin d'été, les grands plantigrades emmagasinent des réserves de graisse pour affronter l'hiver. Ils apprécient particulièrement les éboulis garnis de plantes herbacées. Les baies de nerfs bruns ou de sorbier et surtout les érelles ont toute leur faveur. Il leur faut une quantité considérable de ces petits fruits perlés pour se rassasier. Cette activité occupe l'essentiel de leur journée. La femelle s'est risquée à découvert. Elle transmet à ses petits ses connaissances sur les aliments à privilégier et sur ceux à éviter. La région offre aux ours cantabriques une nourriture végétale très complète, de sorte qu'ils s'en prennent rarement aux moutons et aux autres animaux d'élevage. Âgés de 8 mois seulement, les oursons ne se soucient guère d'engraisser avant l'hiver. Ils préfèrent batifoler. Mais l'habileté, la force et l'endurance qu'ils acquièrent par le jeu leur seront tout aussi précieuses pour survivre aux mois les plus froids.
Dans sa partie nord, la cordillère s'étire en une série de 12 collines jusqu'à l'océan Atlantique. Au fil de millions d'années, les vagues ont creusé dans la roche des arches, des grottes et des appiques. D'authentiques fjords s'étendent sur plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres. C'est ici que viennent se jeter les ruisseaux d'eau claire nés dans la montagne. Les fortes marées de l'Atlantique sont encore perceptibles à la naissance de l'embouchure. Elles aident certaines espèces de poissons, comme les mulets, à remonter le courant. Grâce à leurs lèvres épaisses, ils happent au passage les petits organismes nichés dans les rochers. Les cours d'eau plus larges ont dessiné dans la côte de véritables deltas. Un paradis pour les courlis. Les mulets qui parviennent jusqu'ici filtrent la vase remuée par la marée pour y glaner de quoi se sustenter. Le tout sous l'œil du balbuzard pêcheur. Les petits fleuves côtiers prennent souvent leur source à 10 km à peine. Un intense plissement a fait émerger ce massif aux parois escarpées où la force de l'eau a foré de profondes gorges. On ne croise ici que quelques spécimens de saumon atlantique. Autrefois, ils pondaient en masse dans la partie supérieure des cours d'eau des Cantabriques. L'instauration de quotas de pêche très stricts permet aujourd'hui à leur population de se reconstituer lentement. Ils agrémentent en tout cas le menu ordinaire des ours. Les ours se sont retranchés dans les forêts aux couleurs de l'automne où ils se remplissent l'estomac de faine, glands et châtaignes riches en calories. Une fois rassasiés, ils cherchent une tanière sûre dans ses parois pour y passer l'hiver. Ils garnissent soigneusement l'entrée avec du feuillage et des brindilles.
En hauteur au moins, nul ne viendra les surprendre dans leur sommeil. Au plus fort de l'hiver, les ours dorment, pour la plupart. Leur pouls tombe à 10 battements par minute au lieu de 50 en temps normal, et leur température interne perd 5 degrés. Mais certains, tenaillés par la faim, cherchent quelque chose à se mettre sous la dent, racines ou écorce, une maigre pitance. La femelle et ses 2 petits sont de ceux-là. Dans les vallées, le froid est moins rigoureux et il reste encore de quoi se nourrir. Certains ours n'éprouvent même pas le besoin d'hiverner. Tout a une fin, même l'hiver. La neige n'a pas encore tout à fait fondu que les traquets moteux mâles marquent déjà leur territoire. Les vautours fauves n'auraient rien contre des restes d'animaux décimés par l'hiver. Réveillé sans ménagement, notre grand dormeur va à son tour s'extirper de sa tanière poussée par la faim et la soif. Le printemps déploie une verdure savoureuse sur les flancs de la montagne et fait ruisseler l'eau de la fonte des neiges jusque dans les vallées. C'est le meilleur moment pour observer les ours. Ils sont pleins d'allant et bien visibles dans la végétation naissante. Ils raffolent des bourgeons frais et des feuilles tendres. Mais ils peuvent aussi ingurgiter plusieurs kilos de fourmis par jour. Ce mâle est un vétéran.
Son oreille droite a souffert lors de combats avec des rivaux. La saison des amours se profile déjà. Pour l'instant, cette femelle semble surtout attirée par son arbrisseau. Les châtaignes tombées sous l'arbre millénaire ont fait naître des racines et des pousses qui prendront un jour le relais. Il en va de même pour les glands. Avec les bourgeons et les fruits, les jeunes pousses composent une part importante de l'alimentation des ours. Pendant tout l'hiver et une partie du printemps, les villages d'altitude sont désertés. Les éleveurs s'installent dans la vallée avec leurs animaux. Beaucoup d'habitants se sont d'ailleurs définitivement fixés dans les villes, suivant la jeune génération. Le quotidien est devenu trop éprouvant dans le froid des montagnes. Pour les exploitants qui tiennent bon malgré tout, il est temps d'inspecter les vergers. Ils cultivent surtout des pommiers. Le cidre est à la clé. L'apiculture est depuis toujours une autre source de revenus importante dans la cordillère. Mais les ruches sont aujourd'hui en perdition. Le varroa, un acarien originaire d'Asie, fait des ravages dans les populations sans défense d'abeilles domestiques et sauvages. Il empêche le bon développement des couvains et fait chuter la fertilité des faux bourdons. Un phénomène désormais planétaire. Chaque année, jusqu'à un tiers des populations d'abeilles sont en outre frappées par une mortalité anormale. Les raisons en sont multiples. Monoculture intensive, pesticides, parasites et infections fongiques. Si bien que certains paysans de montagne abandonnent leur activité annexe d'apiculture traditionnelle. Mais d'autres veulent se battre. Les petites exploitations apicoles sont cruciales pour l'avenir des abeilles domestiques. Grâce à un traitement ciblé à l'acide, il est au moins possible de contenir les attaques de parasites dans les ruches. Les abeilles de montagne bénéficient de bonnes conditions de vie. Loin des pesticides, les vergers, les prairies et les forêts leur fournissent une alimentation de qualité. Elles s'épanouissent tellement qu'elles s'échappent parfois de leur ruche trop exiguë. Partout dans les monts Cantabriques, on trouve des colménas, de vieilles fermes apicoles parfois encore en activité. Cernées de murs imposants qui les préservent des ours, elles produisent un miel exquis. Les équipements modernes de protection contre les ours n'ont rien de pittoresque, mais ils sont efficaces et bénéficient de subventions publiques. Les abeilles impriment leur rythme à la grande symphonie de la nature. Sans leur activité pollinisatrice, l'apiculture serait à l'agonie. Mais surtout, de nombreuses plantes sauvages et variétés de cultures ne pourraient plus se perpétuer et cesseraient de produire des fruits. Les conséquences sont à peine imaginables.
La cordillère Cantabrique est composée d'une mosaïque de biotopes aussi riche que variée. À l'aube, les loutres d'Europe partent en quête de nourriture dans les cours d'eau inférieurs. Cette femelle doit avoir une portée à nourrir. Début mai, les 5 plongeurs commencent à bâtir leur grand nid sphérique. De véritables œuvres d'art garnies avec des restes de plantes et de mousse. Une tempête se lève. Le golfe de Gascogne, à la météo turbulente, est tout proche. Les animaux et humains de la région doivent composer une bonne partie de l'année avec un temps exécrable, des vents cinglants et une mer démontée. Voilà des millions d'années que l'océan Atlantique érode et entaille la côte calcaire. Quand le ressac fouette la côte, l'eau est ainsi projetée dans un labyrinthe de galeries interminables et rejaillit beaucoup plus loin, à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du niveau de la mer. La dépression qui approche va se loger contre le flanc nord de la montagne. Bien souvent, les nuages qui arrivent par le nord se dissipent rapidement. Mais à l'avant de la ligne de crête principale, ils s'accumulent et déversent leur contenu sous forme de pluie ou de neige. C'est pourquoi le début du mois de mai a parfois des allures d'hiver. À une différence près, il y a dès à présent de délicieuses marguerites à déguster. Les cigognes blanches espéraient sans doute trouver ici un tout autre cadre pour bâtir leur nid. Elles préfèrent repartir vers des latitudes plus clémentes. Les ours, eux, sont bien obligés de rester. Mais les plus âgés le savent, ces intempéries sont toujours de courte durée. Tous les animaux sont d'ailleurs habitués aux sautes d'humeur du ciel, y compris les plus petits comme ce roitelet.
Les circaètes Jean Leblanc, spécialistes de la chasse aux serpents, sont de retour d'Afrique pour se reproduire. Les derniers ours à quitter leur tanière sont les femelles qui s'occupent de leur progéniture. Depuis janvier, elles ont allaité leurs petits, nés chétifs et aveugles, dans des grottes inaccessibles pour les loups et les renards. Tandis que les oursons découvrent les joies de l'escalade sur un à-pic vertigineux, leur mère peut enfin se restaurer. Au pied des montagnes, la saison des amours a commencé. Les femelles, encore accompagnées d'oursons, en sont exclues. Mais celle-ci est seule. Un mâle vient flairer la situation. La femelle ne semble pas pressée de s'accoupler. Elle serait pourtant prête. Le grand mâle s'en assure, toujours grâce à son odorat. Mais il n'est pas le seul prétendant en lice. Un colosse encore plus imposant vient troubler l'idylle naissante. C'est le vétéran à l'oreille tombante. Le plus petit des deux mâles bat en retraite. Au lieu de saisir sa chance, le vainqueur prend tout son temps pour marquer son territoire. Un troisième mâle en profite pour lui brûler la politesse. L'ours à l'oreille tombante n'abandonne pas la partie. Son rival, plus chétif, sait qu'il ne ferait pas le poids en cas d'affrontement et il décampe à son tour. Pour l'instant, le vétéran semble se contenter d'avoir chassé la concurrence. Ce qui compte, c'est que la femelle reste sur son territoire. Les cigognes sont de retour pour se reproduire. Certaines ont bâti leur nid en altitude et sont encore en train de couver. D'autres se sont installés plus bas. Leurs petits se musclent déjà les ailes. L'envol est pour bientôt.
Dans les montagnes du parc national des Picos de Europa, qui culmine à 2600 mètres, la nature renaît un peu plus tard encore. Et là, tout doit aller très vite. Cette belette doit subvenir aux besoins de sa portée. À cette altitude, la période végétative est courte, ce qui laisse peu de temps aux animaux pour mettre au monde et élever leurs petits. Dans les zones les plus haut perchées, les crapauds ne sortent de leur hibernation qu'au mois de mai. Et ce sont les femelles qui fournissent alors le gros de l'effort. Le mâle se laisse porter et se contente de féconder les cordons d'œufs pondus par sa compagne. Les deux parents les enrouleront ensuite autour d'une pierre ou d'une branche du torrent à l'abri. Ici, bien plus bas, la végétation s'étoffe et le temps se fait plus chaud et plus humide. C'est le royaume de la salamandre tachetée fastueuse. Celle-ci est également à la recherche d'un lieu pour pondre. Les eaux de fonte laissent derrière elles des mares et des vasques naturelles qui attirent toutes sortes d'amphibiens. Parmi eux, le triton marbré. Il vient pondre ici, mais s'intéresse aussi aux têtards d'autres espèces qui vont enrichir son menu. Ce grimpereau fait tout pour que la fourmi évacue son acide formique. Elle sera ensuite plus digeste pour lui. Le torcol fourmilier, lui, s'accommode très bien de cette sécrétion. Comme son nom l'indique, ce cousin du pic est un spécialiste de la chasse aux fourmis. Grâce à sa langue gluante. La présence d'une fourmilière dans la forêt est une aubaine pour de nombreuses espèces. Ce bruant jaune est également aux aguets. Il est très intéressé par l'acide formique pour des raisons d'hygiène. Bon nombre de variétés d'oiseaux se livrent ainsi à des bains de fourmis en se frottant contre les fourmilières. Les insectes produisent alors de l'acide formique pour se protéger, et les oiseaux y baignent leurs plumes afin de se débarrasser de certains parasites.
Au cœur d'une forêt de chênes verts proche de la côte, la vipère de Séoane est à l'affût d'une proie. Il en existe plusieurs variétés, mais la plus courante dans la région ne porte aucun motif sur le dos. Un étage au-dessus, voici le nid d'un couple de circaètes Jean Leblanc. Leur oisillon bénéficie d'un approvisionnement régulier de reptiles qui l'ingurgitent en une fois. Les oursons passent souvent plusieurs années auprès de leur mère. Celle-ci a tout fait pour que ses 3 petits survivent jusqu'au printemps. Avant de prendre leur envol, il leur reste une épreuve à affronter ensemble, la saison des amours. La femelle ne sera prête à se reproduire à nouveau que dans 1 an. Mais ce mâle prêt à s'accoupler n'en a cure. Pour lui, la progéniture de l'année passée n'est là que pour entraver ses projets. Les petits sans défense sont donc en danger. Depuis quelques années, la situation des ours bruns dans les monts Cantabriques s'est améliorée. Leur chasse illégale a reculé, l'espèce est strictement protégée et à bonne presse auprès du grand public. Malgré tout, certains dangers subsistent. Les braconniers des alentours ont l'habitude de poser des collets pour attraper des sangliers. Un ours pris au piège risque des blessures graves, voire fatales dans les cas extrêmes. Les membres de la Fondation Osso Pardo effectuent des rondes quotidiennes dans les zones fréquentées par le gibier pour démanteler ces pièges. Ils sont aussi à l'affût des appâts empoisonnés déposés par malveillance. Les ours eux-mêmes mettent toutes les chances de leur côté pour accroître leurs effectifs. En avril et en mai, les femelles s'accouplent avec de nombreux partenaires, ce qui renforce la diversité génétique de l'espèce et limite le risque de voir un mâle tuer des petits qui pourraient être les siens. Ce jeune ours de 3 ans vit séparé de sa mère depuis un certain temps déjà. En surprenant le couple pendant ses ébats, il se retrouve dans une situation potentiellement dangereuse. Mais le grand mâle semble distrait, et le jeune repart sans demander son reste. Un autre protagoniste entre en scène. Le duo renifle ostensiblement dans sa direction. C'est l'ours à l'oreille tombante.
La femelle semble prête à s'accoupler avec lui également. Elle va l'attendre sur une corniche. La saison des amours a été épuisante. Le vénérable mâle rassemble toutes ses forces pour une dernière étreinte. Mais c'est peine perdue. Peu importe d'ailleurs. La femelle s'est accouplée à maintes reprises cette année. À l'hiver prochain, elle donnera naissance à de nouveaux petits et aura contribué au dynamisme retrouvé des ours bruns cantabriques. L'espèce restera ainsi emblématique du nord de l'Espagne, en chair et en os, et pas seulement dans la pierre.